Bien, bonsoir et bienvenue dans cette salle du lycée Prévert qui a été mise à notre disposition dans le cadre de notre collaboration avec le lycée. Je remercie donc monsieur le proviseur qui, je crois, n'est pas encore arrivé. Merci de venir participer à cette cinquième édition des droits de l'enfant. Cette année, on a fait un petit peu original. On a commencé quelques jours avant le début de la semaine par une conférence qui, je pense, va nous éclairer sur la problématique qui est posée cette année. La commune de Saint-Christol organise depuis 5 ans la semaine des droits de l'enfant à l'occasion de la date anniversaire de la signature de la Convention. Chaque année, le comité de pilotage choisit un thème de société. Après avoir parlé de la protection de l'enfance, pendant 2 années des enfants porteurs de handicap, l'an dernier du harcèlement, cette année, le comité de pilotage a choisi de parler des enfants victimes de violences. On ne s'est pas cantonné aux enfants victimes de violences conjugales, mais à l'ensemble des violences. Juste 3 chiffres tirés d'un document du secrétariat d'État à la protection de l'enfance. Un enfant, en France, meurt tous les 5 jours de suite de violences. 80% de ces violences ont lieu dans la sphère familiale. Et, toujours issue de cette même note, 1 personne sur 2, témoin de ces violences, décrochera ou alertera. Ce point est important. Et c'est un peu l'objet de ces semaines de l'enfant conduites par la municipalité de Saint-Christol. Les municipalités n'ont aucune compétence dans ce domaine. Notre seule ambition, et elle est modeste, c'est de sensibiliser sur une question de société et faire en sorte qu'on porte notre regard et qu'on ait une autre réaction face à ces situations. Voilà pourquoi cette année, nous avons abordé ce thème. Sur l'estrade, 2 intervenants. Philippe Fournier vous les présentera. Mais peut-être, avant de laisser la parole à Fournier, peut-être demander à M. Suot de nous dire 2 mots. Merci. Ce n'était pas prévu, mais je vais le faire rapidement, simplement. Merci, je dirais, monsieur l'adjoint, mais aussi l'ancien attaché famille-enfance des services de l'aide sociale du conseil départemental du Gard. Je pense que ce que vous avez dit n'est pas sans rapport avec votre histoire personnelle et votre histoire professionnelle. Simplement, Saint-Christol participe de fait, même si on est un peu en avance sur le calendrier, dans cette semaine des droits de l'enfant que le conseil départemental, je dirais, a initié à l'échelle du département, où sur tout le territoire, à la fois les institutions comme les associations, à leur manière, participent de cette semaine au travers des actions qu'ils mènent concernant les droits de l'enfant au sens large, c'est-à-dire à la fois sur les mesures de protection, celles qui relèvent des premières lois de décentralisation du milieu des années 80, qui ont été confiées au département, l'aide sociale à l'enfance, mais aussi la question de leurs droits au sens offensif du terme, sur le droit à l'éducation, sur le droit à la culture, sur le droit au sport. Voilà. Donc cette semaine-là aura un temps fort le 19, et puis Saint-Christol, de fait, et je ne suis pas mécontent non plus parce que c'est le canton dont je suis l'élu, eh bien démarre cette semaine. Encore bravo. Avant de passer la parole à Philippe Fournier, je voudrais excuser l'absence du maire de la commune, Jean-Charles Bénézé, qui est pris par une réunion sur l'agglo, mais qui va nous rejoindre dans le cadre de la soirée. Voilà. Je passe le micro à Philippe Fournier. Merci Jean-Pierre Pelleret. Je me suis un petit peu demandé comment ça se fait que je me retrouvais là. Je me suis dit que peut-être il y a aussi là une raison historique, c'est que Jean-Pierre Pelleret a été un de ceux qui ont aidé, accompagné notre association La Gerbe lors de ses premiers pas dans l'accueil des femmes victimes avec leurs enfants et nous a aidé à monter le dispositif et accompagner la ferme Clarisse qui s'est dédiée à cet accompagnement. Et d'ailleurs, au travers de cet accompagnement, nous avons été, comme vous tous, confrontés à la question de constater
les conséquences sur les enfants, et pendant longtemps, on ne savait pas comment s'y prendre. Et avec beaucoup d'autres acteurs du terrain, nous avons porté cette question en faisant venir de nombreux intervenants qui ont éclairé notre façon de faire et nos pratiques professionnelles. Voilà, donc merci Jean-Pierre. Voilà, donc Madame Arnoux va dire un petit peu voilà, ce qu'elle représente ici. Et ensuite, on demandera à M. Rosenzweig de se présenter lui-même. Avant, il le fait très bien, on a travaillé avec lui cet après-midi. Avant de ensuite prononcer la conférence qu'il a prévue. À l'issue de la conférence, nous recueillerons vos questions, peut-être par un ensemble, enfin par plusieurs vagues. Et donc vous pouvez déjà au fur et à mesure noter vos questions, de telle manière que comme ça, au moment du débat, vous puissiez participer à cette soirée. Merci. Bonsoir tout le monde. Donc, je suis Nathalie Arnoux, directrice de l'enfance et de la petite enfance au département du Gard, c'est-à-dire de l'aide sociale à l'enfance et de la PMI. Ravie d'être présente parmi vous et ravie aussi de voir soit d'anciens collègues, soit des collègues encore actuels, puisque on sait bien que la protection de l'enfance, c'est pas que l'ASE, c'est pas que la cellule des recueils des informations préoccupantes, mais c'est l'ensemble des services sociaux et médico-sociaux, services sociaux en tête, j'allais dire, une première porte ouverte pour les familles en difficulté. Et ça, c'est important. Et puis, ravi aussi de voir qu'il y a un certain nombre de partenaires avec lesquels on travaille au quotidien, que ce soit dans le cadre de la prévention, en effet, des violences infligées éventuellement aux enfants, ou bien aussi de la protection. Bien, je vais prendre votre relais donc en me présentant et non pas pour comment dire énumérer mes titres ou mes casquettes, mais pour identifier un peu comme au bridge, on dit quelle méthode on utilise. C'est important pour décrypter un discours de savoir d'où parle la personne qui intervient. Alors, j'étais juge pour enfants très longtemps, trop longtemps pour certains, notamment à certains endroits. Ne revenons pas sur des histoires qui relèvent d'un autre temps. Donc, avec une pratique professionnelle de cadre A. Hein. Le magistrat, c'est un cadre A. C'est un des rares cadres A avec les commissaires de police qui ont un contact direct avec la population. Et pendant un certain temps, une certaine constance, j'ai préparé la nécrologie d'ailleurs pour ma femme. Il n'aura été que juge des enfants. Moi, c'est pas compliqué, ça coûtera pas cher. Et je suis jugé trop vieux pour être magistrat depuis 2014. Donc on m'a invité, moi qui me suis battu pour faire valoir les droits des autres, à faire valoir les miens. Moi j'ai rien demandé, pas demandé à partir. Allez, il paraît que je suis trop vieux, je suis incompétent, enfin ça. J'ai continué, parce que j'avais déjà commencé avant, de militer à l'intérieur ou à l'extérieur de la magistrature, notamment à travers la vie associative. Je préside une association avec 450 travailleurs sociaux, quelques problèmes, quelques millions qui manquent si vous avez un peu d'argent. Je suis preneur, je plaisante, mais avec des services de prévention, d'intervention pour les mineurs étrangers isolés, enfin j'en passe à des meilleurs. Et puis j'ai la chance d'être le président de la commission enfance au pluriel, enfance, jeunesse avec un S, famille avec un S de l'UNIOPS, et à ce titre, non seulement j'anime la commission, mais je participe au bureau du Conseil national de la protection de l'enfance. Et puis comme je m'ennuie, j'ai été aussi nommé au collège droit des enfants auprès de Jacques Toubon, qui est plus défenseur des droits que jamais. Quand je pense qu'on le fustigeait dans les années 80-90, là je lui dis en permanence, Jacques, vous me doublez sur ma gauche, il y a un problème. Mais ce qui prouve que l'âge quand même fait venir un certain nombre de choses. Ça, c'est pour la plaisanterie. Comme je m'ennuie, je suis enseignant à Nanterre, en Master 2, ce qui légitimera un peu ce que je vous dirai tout à l'heure sur le droit pénal des mineurs. Et comme je m'ennuie, je suis un peu expert auprès de l'ONU et j'écris quelques bouquins dans les temps perdus. Voilà. Donc, si je résume tout ça pour dire quoi ? C'est un discours public. Un discours qui est engagé, un discours qui n'est pas neutre, d'un professionnel qui a eu la chance de pouvoir appliquer la loi, la faire progresser dans la pratique professionnelle. Je revendique que nous soyons à quelques-uns ceux qui ont permis aux jeunes filles qui étaient enceintes d'interrompre leur grossesse dans le cadre légal et non pas dans l'illégalité. Et grâce à ce que nous avons fait, la loi de 2001 est venue le consacrer. Donc même un juge pour enfants peut contribuer à créer de la jurisprudence. Et puis j'ai eu la chance de pouvoir au cabinet de Georgina Dufoy, que vous connaissez par ici, de faire la loi de 84, qui est une des grandes lois de réflexion, d'action sur la protection de l'enfance, puisqu'au passage, pour rejoindre ce que vous disiez, elle était intitulée, cette loi, non pas une loi sur l'immatriculation des enfants, mais sur le droit des usagers.
sur le droit des parents et des enfants. C'est la première fois. Et le ministère de la Justice s'était opposé à l'époque. Et on a gagné l'arbitrage, certains le savent dans la salle, contre le ministère de la Justice. Et puis j'ai eu la chance de diriger l'Institut de l'enfance et de la famille qui promouvait la loi, qui en faisait, j'allais dire, la popularisait auprès aussi bien des politiques que des praticiens. Donc j'ai cette chance d'avoir été, de voir le sujet dont on va parler, de l'avoir vu sous tous les angles publics, à la fois, de la faire, de la critiquer, de la promouvoir, etc. Voilà. C'est une chance unique. Bon, c'est pas que je suis unique, mais la vie a ainsi fait que j'ai eu cette chance de participer de tout ça. Donc c'est un peu ce que je vais essayer de vous restituer. Où on en est à l'heure actuelle de ce débat politique sur le statut des enfants. C'est ça l'enjeu. Et pour prolonger ce que vous disiez, bien entendu, ce n'est pas critique à l'égard du sujet que vous m'avez demandé de traiter, mais il faut le réinscrire dans sa problématique. La violence à enfants, c'est un sous-ensemble de la réflexion qu'on doit avoir sur le statut des enfants. C'est le même débat que sur la violence sur les femmes. Les violences faites aux femmes, c'est ce qu'on disait cet après-midi dans le réseau où vous m'avez amené à intervenir. Plus on considérera les femmes comme des personnes, les enfants comme des personnes, moins il y aura de femmes maltraitées, moins il y aura d'enfants maltraités. On a encore une marge de manœuvre incontestablement. Mais c'est cet angle-là. J'ajoute, et pour être dans la phase, en phase avec votre semaine de réflexion, avec le 30e anniversaire de la Convention internationale, c'est l'esprit de la Convention internationale. C'est le côté révolutionnaire au sens noble du terme de cette convention. Il y a les amis de Défense des enfants internationale qui sont là. C'est Défense des enfants internationale qui a été porteur à l'époque de cette réflexion avec Nagel Cantwell, qui consistait à dire regardons le 21e siècle et non pas le 19e. Le 19e, c'est le pauvre enfant maltraité, c'est la femme battue. Le 21e siècle, c'est l'enfant est une personne, la femme est une enfant. Pardon. Lapsus. Non, justement, tout le monde entend bien. C'est justement ce que je voulais combattre. C'est parce que j'ai toujours 3 idées d'avance sur ce que je dis. Je veux combattre cette idée que la femme et l'enfant sont l'avenir de l'homme. Et ça, je ne peux pas supporter quand j'entends des hommes politiques dire l'enfant est l'avenir de l'homme ou la femme. Non, ils sont ici et présents. C'est bien parce qu'ils sont ici et présents qu'il faut les respecter. Si en plus on les prend en compte dans leurs droits, oui, demain on aura peut-être des citoyens qui eux-mêmes seront participatifs, respecteront les... Alors tout ça pour dire que la Convention internationale, elle a cet avantage, j'allais dire, d'être moderne. Elle, grosso modo, pour faire simple, elle donne la victoire à Françoise Dolto. Bien sûr, dans plein d'autres pays, on trouverait les équivalents de Françoise Dolto. L'enfant est une personne, et ça a eu toute une série de conséquences. S'il y a une personne, il doit être protégé dans son corps, dans son intimité. C'est la violence dont on parlera tout à l'heure. Mais si c'est une personne, et ça rejoint ce que vous disiez, il a un certain nombre de droits fondamentaux, le droit à l'éducation, le droit à accéder aux soins, le droit aussi de s'exprimer. C'est le débat sur la liberté de conscience. Le moins qu'on puisse dire, c'est un peu ce que je dis dans mon bouquin, est-ce qu'effectivement, aujourd'hui, l'ensemble des familles de France respectent la liberté de conscience de leurs enfants? Quand mon père, à moi, m'a dit « Est-ce que tu veux faire ta bar mitzvah ?» Je me souviens très bien, j'étais en train de travailler. Je lui ai dit « Papa, pour les cadeaux, oui, pour le reste, non. » J'ai jamais fait ma bar mitzvah. En d'autres termes, mon père a respecté le fait qu'il a tenté de faire en sorte que je le suive, et j'ai dit non, il a respecté par anticipation l'article 14 alinéa 1 de la Convention internationale sur l'enfant. On respecte les convictions religieuses ou non religieuses. Et la première fugue que j'avais faite, d'ailleurs, c'est d'une synagogue. La deuxième fugue que j'ai faite, d'ailleurs, c'est de l'École nationale de magistrature. Et je termine avec une robe. Je ne sais pas s'il y a un psychanalyste dans la salle, mais... Alors, tout ça pour dire que la Convention internationale, c'est un texte ultra moderne. Deuxièmement, avec cette idée de représentation, et c'est important ici dans le débat sur la protection et sur les violences faites aux enfants, on frappe ce qu'on ne respecte pas. C'est ce que je disais tout à l'heure sur les femmes battues. Une femme qui a été battue une fois, elle ne sera pas toujours, il ne faut jamais dire jamais, il ne faut jamais dire toujours, mais quelque part, l'autre ne la respecte plus. Quand on casse un objet, quand on frappe quelqu'un, c'est qu'on est dans l'irrespect de cette personne. Enfin, c'est mon point de vue. On peut en penser, bien sûr, ce qu'on en veut. La Convention internationale est intéressante encore pour 2 autres idées. La première, c'est que c'est le premier texte international que nous ayons qui vise, et ça encore rejoint ce que vous disiez tout à l'heure en liminaire, qui vise l'ensemble des droits constitutifs du statut de la personne, les droits civils, le droit au nom. Je vous rappelle qu'il n'y a pas encore très longtemps, il y avait 60 millions de Chinois qui n'avaient pas d'identité. Les enfants nés au-delà du premier enfant. C'est un droit fondamental. Imaginez un seul instant que vous n'ayez pas de papier d'identité. Comment vous sortez ici? Vous sortirez facilement, mais comment vous allez vivre au quotidien? Vous inscrire dans quelque chose. C'est les droits politiques, c'est la liberté de conscience, la liberté de penser, c'est la liberté de s'associer, mais aussi les droits civils, les droits sociaux, les prestations sociales, le droit à un revenu décent, comme le dit la Convention internationale, c'est les droits économiques, c'est les droits culturels,
C'est le seul texte qui soit universel, donc qui dessine un projet global pour l'enfant et en fait un vrai projet politique. Et j'ajoute un projet démocratique puisque l'enfant est censé, c'est le cœur nucléaire de la Convention internationale, les articles 12 à 14, l'enfant est censé participer aux décisions qui le concernent. Donc ce n'est pas un objet, c'est une personne. Donc on a un texte qui n'a pas d'équivalent pour les adultes. Pourquoi moi je milite pour les droits des enfants? C'est parce que c'est un levier pour faire progresser les droits humains. Pas parce que j'adore les enfants. Rien à cirer. Les enfants, mais non, les enfants, c'est des personnes. C'est un prétexte. Bon, si je parle des Roms, j'intéresse personne. Si je parle des enfants Roms qui sont maltraités, j'intéresse quelqu'un. Mais regardez comment la France judéo-chrétienne a réagi, pas que la France d'ailleurs, au fait qu'on ait trouvé un gosse sur une plage qui était mort. Hein, la migration intéresse personne, mais cet enfant mort, voilà, c'est un classique. Donc un texte est intéressant parce que, j'allais dire, quand pour les adultes, il y a le pacte économique, social et culturel ou le pacte civil et politique, là, c'est un seul et même document avec une cohérence. Et puis, dernier élément qui est intéressant par rapport à la Convention, c'est que c'est un texte, et les praticiens, les administratifs, les juristes en général, les avocats, les politiques, bien sûr, en savent quelque chose et on vient encore de voir, je vais vous donner l'exemple, les conséquences que ça peut avoir. C'est un texte qui n'est pas la simple déclaration de 1924, de 1959, c'est-à-dire une pétition de principe adoptée par la SDN 1924, adoptée par l'ONU 1959, par les quelques États qui étaient membres à l'époque, et puis après ils retournent chez eux et ils font n'importe quoi. Là c'est un traité. Un traité c'est une convention entre États, c'est même une convention multilatérale. Quasiment tous les États du monde l'ont ratifié, sauf, vous le savez comme moi, les États-Unis, avec ce paradoxe politique, que les défenseurs, ils ne le sont plus depuis Trump officiellement, mais les défenseurs des libertés de par le monde se trouvent incapables de ratifier le texte qui universellement est porteur, j'allais dire, des droits de l'homme, des droits humains. Petite contradiction qu'il faut gérer. Ce n'est pas la seule qu'ils aient. Hein. Les conséquences, c'est pas neutre. Hein. Vous savez pas qu'aux États-Unis, un enfant peut se marier ou peut être marié à 8, 9, 10 ans. Il n'y a pas d'âge limite. Vous savez pas, mais je pense que vous le savez, qu'aux États-Unis, des enfants peuvent être exposés dans des supermarchés pour être adopté et qu'on peut le rendre 3 ou 4 mois plus tard. Il y a un service après-vente de l'adoption. On peut imaginer ça en France, etc., etc. Pas pour rien qu'ils n'ont pas ratifié la Convention internationale. Donc c'est un texte qui est un traité qui engage les États les uns par rapport aux autres, qui a valeur planétaire et qui peut, là ça devient encore plus intéressant, petit 1 est invoqué devant les tribunaux français, puisqu'il a valeur constitutionnelle, même supra-constitutionnelle. Article 55 de la Constitution, un traité dûment ratifié à valeur supra-constitutionnelle. Ça veut dire que toutes les lois contraires doivent céder, ou que dans le silence de la loi, on peut exciper la Convention internationale. C'est comme ça d'ailleurs qu'en 1990, une juge de Tourcoing a reconnu le droit de l'enfant d'être assisté d'un avocat dans le procès en séparation, puisqu'il n'était pas marié, de ses parents. Et après, elle est allée un peu plus loin. Là, à mon avis, elle a dérapé, mais peu importe, l'esprit était bon, en disant que l'enfant était parti au procès de séparation de ses parents. Là, elle a un petit peu dérapé. Mais en revanche, sur le fait que l'enfant avait le droit d'exprimer son point de vue et qu'il pouvait être assisté d'un avocat, elle a eu raison. Il a fallu attendre 1993 et puis 2007 pour que ça soit consacré formellement dans la loi. Et puis, détail, et je dis ça parce que c'est l'actualité, c'est important, la Convention internationale, avec ses 3 protocoles, notamment le 3e, qui prévoit, ratifié par la France en 2016, ça a été une bataille, mais on l'a gagné, ratifié par la France, veut que les enfants qui ne trouvent pas satisfaction dans la prise en compte de leurs droits dans un des pays ratifiants ont le droit de saisir le comité des droits de l'enfant. C'est ce qui s'est passé avec l'environnement, sur le thème de l'environnement, avec Greta Thunberg et avec une dizaine de jeunes qui se sont saisis de la Convention internationale. Donc quand François Mitterrand nous disait, oui, enfin il n'a pas dit ça, il a notamment dit, oui, ratifier la Convention internationale, ça vaut pour les pays en voie de développement. Non, on lui a dit, monsieur, ça vaut aussi pour nous, ça va avoir une série de conséquences. Le passage, puisque je peux apparaître comme étant critique sur François Mitterrand sur ce sujet, alors que je dis qu'avec le général de Gaulle, il en a fait plein sur les droits des enfants, c'est le même qui disait, et j'en sais quelque chose, c'est moi qui avais écrit son discours, mais il a rajouté une phrase que je n'avais pas mise, lorsqu'il a dit « l'enfant appartient à personne ». Elle était sur cette idée que l'enfant est une personne et qu'une personne appartient à personne. C'est quand même quelque chose de très fort. Donc tout ça pour dire que c'est pas neutre que, entre guillemets, vous réunissiez ici, ailleurs, mais ici vous êtes un petit peu en avance,
et depuis 5 ans, pour, entre guillemets, fêter un texte juridique. Ce n'est pas n'importe quel texte. Dans son contenu, dans sa portée, c'est un texte qui va aussi loin, sinon plus, que la Déclaration universelle des droits de l'homme, de mon point de vue. En plus, il est opérationnel. Alors maintenant, pour en arriver au sujet, effectivement, qui est le nôtre, et la passerelle, Alors, je vais m'assurer quand même que tout le monde entend bien jusqu'au bout. Oui, j'entends. C'est bon, oui. parce qu'il reste encore des places devant. Donc si jamais quelqu'un avait des soucis pour entendre, n'hésitez pas à vous rapprocher. Voilà. Donc pour raccrocher ce que je disais moi-même tout à l'heure, et la petite présentation qui a été faite, puisque l'enfant est une personne, il doit être respecté dans sa personne, dans son corps. Bon. Et force est de constater qu'à l'heure actuelle, vous parliez cet après-midi des féminicides, on en est, je crois, à 120 femmes, là encore, et l'année n'est pas terminée, qui seront mortes. Si ce n'est pas 120, on ne va pas chipoter sur... on est dans ces eaux-là. Et ce que vous disiez en le restituant tout à l'heure, effectivement, il y a un enfant qui meurt tous les 5 jours, et il y a environ... Là encore, on n'a pas l'appareil pour le mesurer au millimètre près, entre 15 et 20 000 enfants qui sont l'objet de maltraitance en France. Donc c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas en croissance, c'est une réalité, et il y en aurait moins qu'il faudrait s'y attaquer, il y en aurait plus que bien sûr il faut s'y attaquer. Alors, je vais vous parler donc de l'enfant, entre guillemets, victime, objet de maltraitance, mais force aussi, puisqu'on parle de la violence, qui est donc victime de la violence, mais force est de constater que certains enfants sont généreux et qu'eux-mêmes sont violents. Et force est aussi de constater que souvent des enfants sont victimes d'autres enfants. Et force est de constater, ce qu'on disait cet après-midi, c'est qu'une certaine ambiance familiale peut contribuer, j'allais dire, à ce que l'enfant lui-même passe à l'acte et soit violent. Je lisais, là, pendant la pause, entre cet après-midi et ce soir, je lisais un rapport sur mon téléphone qui vient de sortir et dont on va avoir à connaître au Conseil national de la protection de l'enfance sur la population des centres éducatifs fermés, donc des gamins qui se retrouvent incarcérés, non, parce que vous savez que la bourgeoisie française, de gauche comme de droite, ne veut pas incarcérer les enfants. Elle veut les priver de liberté. Donc, c'est assez subtil, mais bon, ceci dit, elle fait fromage et dessert. C'est-à-dire qu'à la fois, elle prive de liberté certains dans des centres éducatifs fermés, ouverts, fermés, et dans le même temps, elle le met de plus en plus en prison. Donc elle fait les deux. Toujours est-il que ceux qui sont dans un centre éducatif fermé, l'étude à laquelle je fais référence, dit que pour 63% d'entre eux, ça rejoint le débat de cet après-midi, ont été témoins ou victimes de violences familiales, avec des troubles psychologiques et psychiatriques relativement importants. Donc, parler des enfants victimes, parler des enfants auteurs, c'est souvent parler des mêmes. Donc je parlerai de l'un, puis je parlerai de l'autre, donc je parlerai des deux. Alors s'agissant des enfants victimes, vous m'arrêtez un peu avant minuit, hein, parce que moi je m'en fous, c'est 6h20 le matin, donc je sais pas. Alors s'agissant des enfants qui sont victimes de violences, la question, et je vais être rapide sur tous les sujets, donc on reverra tout à l'heure sur le jeu de questions-réponses, d'abord de savoir de quoi on parle, de quel type de violence on parle. Traditionnellement, on parle des violences physiques. Encore que, on en parle seulement, on en reparle seulement depuis le rapport Strauss de 1979-1980. C'est Pierre Strauss, ce pédiatre extraordinaire qui avait créé la FIREM, qui a, fourni la base théorique. La France ne maltraitait pas ses enfants. Heureusement que des gens comme Pierre Strauss nous ont un petit peu réveillés. Puisqu'il nous a aussi beaucoup réveillés, concomitamment, c'est l'enfant du placard, le petit David, qui en 1983 est sorti fort opportunément. Il faut dire que sa mère lui avait un peu ouvert la porte, heureusement, mais il est sorti de son placard. Et on en a fait, j'en sais quelque chose, c'est moi qui les ai rédigés, les circulaires sur la maltraitance à enfants, etc., etc. Donc, en 1981, on a redécouvert la maltraitance physique à enfants. Certains d'entre nous parlions déjà des violences sexuelles, et notamment de l'inceste. Et je me souviens très bien du haut fonctionnaire Stéphane Clément, avec qui je travaillais à l'époque, il me dit, on ne peut pas encore en parler, parce que en parler dans un colloque ou en parler de la part d'un ministre, c'est pas la même chose. Un colloque, c'est des mots en l'air. Un ministre, ça doit décider qu'est-ce que je propose pour répondre au problème. Donc il nous a fallu attendre un tout petit peu pour pointer politiquement la question de l'inceste, qui existait bien avant 1985, mais on ne pouvait pas en parler
au nom du ministre sans apporter des réponses. Montrer ce qui se passait en Seine-Saint-Denis, ce qui se passait en Isère, avec le docteur Piette en Seine-Saint-Denis, et ce qui se passait dans d'autres départements. Et puis, alors au passage, quelque chose qui est un... Non, je dirai après. Après sont arrivées, j'allais dire, la réflexion sur les violences institutionnelles. Ça a été le travail de Stanislas Tomkiewicz et de Pascal Vivet. Hein, châtiez bien, aimez mal, châtiez bien, voilà, pour reprendre le nom de leur bouquin, qui nous ont démontré à travers l'étude de toute une série de situations que même dans les institutions dites de protection de l'enfance, il pouvait y avoir de la maltraitance dans tous les sens du terme, maltraitance physique, mais aussi maltraitance sexuelle. Et ça fait écho, les travaux de Tom Kiewicz et de Pascal, et c'est un point, c'est pour ça que j'allais faire un lapsus tout à l'heure, parce que je voulais absolument vous en parler, ce qui se passe dans certaines institutions, l'éducation nationale, peut-être des établissements qui peu ou prou relèvent de l'aide sociale, mais ce qui s'est passé aussi dans l'Église de France. Dans un des titres que je vous ai parlé tout à l'heure, est que je suis membre de la commission qui a été installée par la Conférence des évêques, et qui est animé par Jean-Marc Sauvé, qui est ancien vice-président du Conseil d'État. C'est clair que des institutions dans lesquelles on avait confiance ont parfois, d'une manière scandaleuse, c'est le mot. Ce qui me scandalise, parce que je vais toujours trop vite dans ce que je veux dire, c'est quand ils viennent nous dire, encore aujourd'hui, on a pris conscience de ce que nous faisions était mal lorsqu'on a pris conscience de la douleur qu'avaient supporté les gens. En d'autres termes, ce n'est pas le fait de violer la loi qui leur pose problème, c'est le fait qu'il y ait eu des victimes. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. À la limite, les gamins auraient dit encore, que comme adultes, ils pensaient que c'était normal d'abuser des gosses. C'est pour ça d'ailleurs que je combats le concept d'abus sexuel. Je parle de violence sexuelle. Pour l'instant, je suis en minorité dans la commission. Je suis fou furieux qu'on ait pris le terme d'abus sexuel qui laisse à penser qu'il y a un usage normal de la sexualité des enfants. Il n'y a pas de la part des adultes la moindre tolérance à avoir dans des rapports sexuels avec des enfants. Et c'est pas seulement dans l'Église de France. Regardez la loi. Je fais des digressions, mais tout ça, je vais retomber sur mes pieds. C'est le débat qu'on a eu avec la loi Schiappa il y a moins de 2 ans. Vous vous souvenez de cette histoire, de ces 2 histoires qui ont justifié cette loi, qui ont vu des gamines de 11 ans, chacune elles avaient 11 ans, l'une à Pontoise. Le parquet a décidé de ne pas saisir un juge d'instruction, mais de saisir le tribunal correctionnel. À Meaux, la cour d'assises a acquitté pour viol. Et comme elle a oublié de poser la question sur attouchement sexuel, le résultat concret, le type il est sorti libre. L'un cas 28 ans, l'autre cas 20 ans, 2 gamines de 11 ans déflorées par des... Ah, bien sûr, elles ont été violentées au sens physique du terme. Mais à qui veut-on faire croire un seul instant que ces gamines aient pu donner ce qu'on appelle en médecine un consentement libre et éclairé? Enfin, comment des gamines de 11 ans, même si elles ont vu des trucs à la télé, enfin, est-ce qu'elles peuvent savoir ce qu'elles font avec 2 zigotos, en plus, dans des conditions assez scabreuses? Et alors, Mme Schiappa de partir à 150 à l'heure en disant « Je vais, dans la loi, nous allons dire que le fait de s'attaquer à un enfant, alors après il y a eu un petit débat, moins de 15 ans, moins de 13 ans, le fait pour un adulte d'avoir une relation sexuelle complète avec un gamine ou un gamin de 13-15 ans, c'est un viol. En d'autres termes, on aura un discours clair et un discours ferme. Mais elle a oublié un petit détail. C'est un détail juridique, il faut toujours faire du droit quand même. Et le Conseil constitutionnel est là pour nous le restituer. Il ne peut pas y avoir une circonstance une présomption irréfragable. Irréfragable, ça veut dire qu'on ne peut pas apporter la preuve contraire sur un élément constitutif d'un crime ou d'un délit. Or, le principe du viol, c'est d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un qui ne consentait pas. Donc, l'accusé doit pouvoir se défendre. Si vous posez une présomption disant, quoi qu'il arrive, avant 15 ans, il y avait manque de consentement, vous êtes en contradiction avec cette disposition constitutionnelle. Allez, je vous la fais courte parce que tout le monde n'est pas juriste et ça peut paraître compliqué. Il n'y avait qu'une solution pour s'en sortir. Il fallait créer le crime de violence sexuelle à enfant en disant « touche pas à l'enfant ». Toute personne de plus de 18 ans qui a une relation sexuelle avec un gosse de 13 ans ou 15 ans. Moi, j'étais pour 13 parce que là, il ne pouvait plus y avoir de débat sur l'âge puisque les mecs disent « à 15 ans, elle s'était maquillée, elle avait une jupe courte ». J'ai pensé qu'elle avait 18. La camarade, moins de 13 ans, comment tu veux me faire croire? La gamine de 11, elle t'est apparue pour une fille de 18 ans. C'est tellement vrai d'ailleurs qu'à Meaux, le type dit « j'ai cru qu'elle avait 16 ans ». Il n'a pas osé dire 18. Bon, allez, peu importe que ça soit 13 ou 15, mais ce que je voulais vous démontrer, c'est la chose suivante. C'est que même sur ces questions au XXIe siècle, nous sommes incapables de venir dire
la relation affective ou sexuelle qui peut exister entre un adulte et un enfant, c'est l'un doit respecter l'autre. On est sur le thème, les relations sexuelles doivent être égalitaires et respectueuses entre l'homme et la femme, ou entre deux hommes et deux femmes. On ne va pas chipoter, on n'est plus à l'époque où on chipote. Mais en tout cas, il n'y a pas égalité entre quelqu'un qui a moins de 15 ans et quelqu'un qui a plus de 18. Eh bien, ce pays en est encore incapable. Donc, pour vous dire, on a progressé, on a réfléchi. Alors, on a un petit peu accentué la peine pour atteinte sexuelle. C'est plus 5 ans, c'est 7 ans. Récidive, c'est 10 ans. Mais qu'est-ce qui va se passer demain? Les procureurs et les juges d'instruction vont choisir d'aller devant le tribunal correctionnel, devant la cour d'assises, pour jouer gagnant, si vous voulez. Je suis sûr que je vais décrocher une peine de 7 ans devant le tribunal correctionnel, les juges professionnels, plutôt que d'aller en cour d'assises où je risque un acquittement. Ça, c'est de la stratégie judiciaire. Mais ce qui est important, et ça rejoint l'idée générale que je vais vous développer, ce qui est important, c'est la culture, pas seulement les dispositifs techniques. Ben, ça a empêché la ministre d'aller, ou des gens comme moi ou d'autres, d'aller aux 20h à la télé en disant désormais, touche pas à l'enfant. Ça, c'est un message fort, important qu'on aurait pu faire passer. Avec là, on avait toujours à dire, il faudra qu'elle prouve, et c'est pas sûr que, etc., etc. Alors, violence physique, violence sexuelle, violence institutionnelle, violence psychologique, de plus en plus. Et on en arrive même à dire qu'il peut y avoir, c'est le débat sur le traumatisme, le post-traumatisme, qu'il peut y avoir un déclenchement, j'allais dire, très retardé du sentiment qu'on a été violenté, qui pose la question technique de la prescription. Est-ce qu'il faut, moi mon point de vue, c'est qu'il ne faut plus qu'il y ait de prescription en matière sexuelle. Il faut que le type, parce que je raisonne comme ça, que celui qui a une relation sexuelle en abusant de ce rapport de pouvoir sur un enfant, sache que quoi qu'il arrive, il passera aux assises ad vitam aeternam. C'est le débat sur l'affaire Polanski. Hein. Avec l'air de pas l'affaire Polanski d'aujourd'hui. Hein. L'affaire Polanski, je vous rappelle que dans l'affaire Polanski, moi j'ai épinglé un ministre de gauche, mais il y a 2 ministres de droite qui ont dit, pour des faits comme ça, commis il y a 20 ans ou 40 ans, un artiste comme ça ne doit pas être poursuivi. Un ministre de gauche, je ne dirais pas les noms, peu importe, qui a dit la même chose. Donc je vais remonter les bretelles, je dis, c'est pas possible. Femme, féministe, comment vous pouvez sortir une connerie de cette nature-là? Le problème n'est pas de fustiger Dupont, Durand, Duchemol. Ils ne sont que représentatifs de nos contradictions. C'est ça que je voulais vous faire passer. Voilà, donc, premier point, les violences, elles sont de nature différente. Et donc, à chaque fois, il faut préciser de quoi on parle. Elles sont aussi, je ne vais pas m'y attarder, parce que j'en ai un petit peu esquissé, elles sont dans des lieux différents. C'est la violence dans la rue, dont sont victimes implicitement ou explicitement un certain nombre de jeunes. C'est celui qui semblerait avoir été kidnappé ou envoyé dans le fossé, je ne sais pas où, là ces jours-ci, et qui a disparu. Mais c'est aussi la violence qui pèse dans les quartiers sur les gamins et les gamines, sur leur comportement, hein, notamment sur les gamines d'origine maghrébine, dans certains quartiers. Si ce n'est pas de la violence, ce qu'on leur fait vivre, c'est quoi? Bon. Mais la violence, elle est effectivement celle qui nous, entre guillemets, nous intéresse. Elle est essentiellement dans le registre familial, à 75%. Sauf que comme on n'a pas de statistiques fiables, c'est du pifiomètre, hein, mais grosso modo, c'est essentiellement dans le champ familial, mais aussi c'est dans le champ institutionnel. Et ça, c'est le rapport du défenseur des droits qui va paraître ces jours-ci. Et j'espère que dans le rapport, parce que j'y ai contribué, mais je ne l'ai pas rédigé, bien évidemment, j'espère que aussi la question qui va être posée, et ça intéresse les professionnels que vous êtes, c'est pas la violence physique, psychique ou autre dans les institutions, mais c'est la violence même du recours à l'institution. Il y a quand même 2 fois plus de gosses qui sont accueillis en institution en France que par rapport en Allemagne ou dans d'autres pays. Pourquoi se fait-il ça, ma thèse, bon, je vais dire tout de suite ma thèse, c'est que je pense que de longue date et malheureusement accentué aujourd'hui, tous les dispositifs de prévention ont des voyants lumineux au rouge. D'abord, la protection familiale, avec ces grandes questions. Qui est parent, qui exerce des responsabilités au sein de la famille. On ne l'a pas clarifié, notamment avec 2 millions d'enfants qui vivent avec des beaux-pères et des belles-mères. On n'a pas su clarifier les termes de la responsabilité parentale. Mais surtout, par rapport aux familles qui sont un petit peu ou beaucoup en difficulté, celles qui ont une carte bleue et un peu de culture, elles s'en sortent relativement bien. Le collège en Suisse, le psychanalyste, etc. etc. Mais ce n'est pas celles qui nous préoccupent fondamentalement. Celles qui sont en difficulté culturelle, économique, sociale, j'en passe et des meilleurs, n'ont plus autour d'elles le réseau
j'allais dire, d'intervenants publics ou privés ou associatifs qui peuvent les aider. Le Parti communiste s'est cassé la gueule, l'Église s'est cassé la gueule, et la PMI se casse la figure, le service de santé scolaire se casse la figure, le service social se casse la figure, la maison du handicap est en grande difficulté. Je ne sais pas ce qu'il en est ici, alors si je mets les pieds dans le plat, vous m'en pardonnerez, mais 17 départements ont déjà supprimé la prévention spécialisée. C'est très prudent. Hein. Non mais peu importe. On est en train de réfléchir à voix haute, on n'est pas avec une grande liberté de ton, vous l'avez compris, et de parole. Non, ce que je suis en train de vous dire, et c'est inaudible, je peux vous témoigner que j'ai tenu ce discours à Mme Belloubet, j'ai tenu ce discours à M. Taquet, il y avait des yeux ouverts. Ils réfléchissent institutionnellement, M. Taquet à l'aide sociale, Mme Belloubet, j'en parlais tout à l'heure, à la justice pénale, mais ils ne regardent pas ce qui se passe en amont. Ils veulent que ceux qui soient là sont mieux accueillis. Moi, je leur dis comment faire en sorte qu'ils ne soient pas là. C'est inaudible. Il n'y a personne qui soit dans cette stratégie-là. Et alors, ça pose un problème politique majeur. C'est-à-dire à la fois avec l'État qui est dans double responsabilité, où il doit être acteur et assumer ses missions. Service social scolaire, service de santé scolaire, il ne l'assume pas, maison du handicap. Et dans le même temps, il faut qu'il coordonne l'intervention de la puissance publique, d'État et territoriale. Mais l'État, comme il ne fait pas son boulot, mineur étranger isolé, il n'est pas crédible pour coordonner les autres. Vous voyez, on parle des droits des enfants et très vite on parle de politique parce que c'est des politiques publiques dont il s'agit. Voilà. Alors tout ça pour dire quoi ? Pour dire qu'effectivement les violences sont intrafamiliales, les violences sont des violences institutionnelles et que même le recours à des institutions, l'abus de recours à des institutions peut être une forme de violence. Sur tous ces sujets-là, à la fois on a des informations, mais j'allais dire, elles sont saupoudrées. Il n'y a pas de vraies études, il n'y a pas de recherche, il n'y a pas d'études longitudinales, il n'y a pas beaucoup de matériaux. Hein. On fonctionne au doigt mouillé. Quoi. Encore trop. Ça ne veut pas dire qu'on fait du mauvais boulot. Hein. Le comble, le gag, c'est qu'en plus, ce qu'on produit n'est pas aussi mauvais que ça. En tout cas, pas aussi mauvais que la représentation qu'on en donne. Je prends un exemple très concret. Beaucoup de gens disent que les gens qui sortent de l'aide sociale à l'enfance, entre guillemets, les enfants qui sortent de l'aide sociale à l'enfance, vont avoir des enfants qui eux-mêmes seront à l'aide sociale à l'enfance. Les études que nous possédons montrent que ce n'est pas vrai. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des gosses qui sortent de l'aide sociale à l'enfance démunis. C'est tout le débat sur les sortants de l'aide sociale et le débat sur les plus de 18 ans. Et volontairement, je n'ai pas dit 18, 21 ans, parce que je crois qu'il faut qu'on arrête de mettre le seuil de 21 ans. Ça avait du sens pour Giscard d'Estaing, quand Giscard a abaissé la majorité de 21 à 18. Mais aujourd'hui, ça n'a plus. Sociologiquement, ça ne veut plus rien dire, 18 ans. La question, c'est les plus de 18 ans. Donc voilà. Donc je pense qu'on est encore très, 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 très loin du compte. Alors, ce que je voulais dire, c'est que les violences, elles sont intrafamiliales, elles sont institutionnelles. Et troisième point que je voulais développer à ce niveau-là, qui est de savoir quelles sont les attitudes qu'on peut avoir, quelles sont les pistes que l'on doit suivre pour combattre, répondre aux violences telles qu'on les a identifiées, qui peuvent, on l'a dit tout à l'heure, être dramatiques, hein, avec des morts d'enfants, sinon des traumatismes très très importants. Et je pense qu'il y a trois pistes sur lesquelles on s'est engagé, sur lesquelles on a à la fois, on n'a pas honte à avoir du boulot qu'on a fait, mais on n'a pas trouvé le niveau, et au plan national, le niveau qu'on souhaiterait voir atteint. Le premier problème qui est posé, c'est que beaucoup de gens, et c'est pas d'aujourd'hui, moi j'ai l'impression de refaire un discours que je tenais il y a 40 ans, hein. Donc, pour ça je le fais de mémoire sans aucune difficulté. Premier problème, premier constat que nous faisons, c'est que beaucoup de gens pensent, ont l'intuition qu'un enfant est maltraité, mais ne savent pas analyser, ne savent pas comment faire. C'est le débat de la semaine, il y a 15 jours, hein, de ce monsieur. Je crois finalement il était relaxé, je crois, avec... il était relaxé, oui, avec sa femme qui avait mis un petit truc dans l'ascenseur, etc. Il entendait crier, il pensait que l'enfant était... Mais il n'était pas sûr, quoi. Bon, il s'est retrouvé finalement poursuivi pénalement et non condamné. Moi, je l'aurais condamné. Mais non condamné, parce qu'il avait fait le diagnostic qu'il y avait quelque chose d'anormal. Je ne serais pas condamné à se voir la tête coupée, hein, avec dispense de peine, si vous voulez. Mais sur le principe, on ne peut pas dire que... Au regard des mots qu'il a prononcés, de l'analyse qu'il a fait de la situation, il ne peut pas prétendre ne pas avoir compris que cet enfant était maltraité. Sauf qu'il ne savait pas quoi faire. Donc il y a à la fois des gens qui ont des bribes d'informations, mais qui n'arrivent pas à les coordonner avec d'autres, soit qui ont des informations et qui ne savent pas quoi en faire. En d'autres termes, un des premiers problèmes qui vous est posé, c'est comment faire remonter vers des gens qui sont des professionnels, des informations ou des bribes d'informations qui
analysés, vont apparaître comme des petites miettes aux uns et aux autres, mais par des professionnels vont, j'allais dire, qui ont la capacité d'analyser, vont apparaître comme étant des éléments constitutifs d'une situation de maltraitance. Et sur ce sujet, c'est pas évident, parce que d'un côté, on a la population qui dit « moi, je ne veux pas dénoncer », le mot dénonciation référant à 1942, il ne faut quand même pas oublier ça, qui aussi parfois ont peur des réactions sociales. Moi, j'ai pas envie qu'on leur retire leur gosse. J'ai pas envie que police secours arrive ou que l'ambulance arrive, qu'on leur pique leur gosse, que le gosse soit placé, qu'il aille en prison. Je veux pas assumer ça. Je veux pas, entre guillemets, oui, je veux pas dénoncer, puis je veux pas assumer ça. Puis à l'autre bout de la chaîne, vous avez des professionnels, entre guillemets, qui se retranchent derrière ce qu'on appelle le secret professionnel. Je me retranche derrière le secret professionnel. Au passage, le secret professionnel, c'est pas ça. Le secret professionnel, c'est l'obligation qui est faite à quelqu'un de se taire à un détail près. On va le voir, si j'ai bien compris, dans un procès qui arrive ces jours-ci, à condition d'avoir fait le nécessaire pour faire cesser la maltraitance. On ne peut pas à la fois dire, ou la violence, on ne peut pas à la fois dire j'ai fait le constat, et tous les éléments de mes dossiers, etc. le prouvent, j'ai fait le constat qu'il y avait maltraitance et je n'ai rien fait. La loi dit que le professionnel a le choix de parler ou d'agir. S'il parle, il viole le secret professionnel, mais il y a un fait justificatif, la cause pour laquelle il a parlé. Donc il n'est pas condamnable. S'il ne parle pas, il viole l'obligation de dénoncer, mais là encore, il a un fait justificatif s'il a engagé une action. En d'autres termes, c'est ce que j'avais appelé à l'époque, quand j'avais rédigé la Libre Opinion pour Georgina Dufoy, je disais « oser parler de la maltraitance » et il y a un devoir d'ingérence, pour reprendre l'expression à une certaine époque de Bernard Kouchner, qui a été dévoyé, j'en passais des meilleurs, mais la maltraitance contre les femmes, la maltraitance contre n'importe qui, d'une manière générale, oblige à une démarche citoyenne, soit d'agir, soit de parler, à la hauteur de la situation. On ne demande pas aux gens d'être des héros, de s'interposer entre celui qui maltraite et celui qui est maltraité. Parfois on peut. On peut s'opposer et on peut éviter. Et quand on ne peut pas, il faut au moins prévenir les autorités. En d'autres termes, le fait que je sois obligé de restituer ça, et souvent je fais avec Pierre Verdier des cours sur le secret, enfin des interventions professionnelles sur le secret professionnel et l'obligation d'assister, je vois que les gens autour de moi, c'est pas clair. Donc l'opinion n'est pas au clair, les professionnels ne sont pas au clair, et on voudrait que tout remonte. On marche sur la tête. On voit bien qu'il y a un effort de formation, d'information à développer. Deuxièmement, une fois qu'on a des bribes d'informations, il faut effectivement, et je l'ai un tout petit peu pointé, qu'elles soient, j'allais dire, analysées, décryptées, contextualisées, que soient analysées aussi les réponses qui ont pu être apportées, les limites des réponses qui ont pu être apportées. C'est notamment le rôle de la CRIP version 2007 rectifiée 2016, qui n'existe pas, apparemment elle existe ici, mais qui, sauf erreur de ma part, sous votre contrôle, n'existe toujours pas dans une vingtaine de départements de France. Il y a des endroits dans lesquels il n'y a pas encore ce lieu spécialisé avec des gens spécialisés qui ont l'habitude de ce genre d'exercice et qui sont capables très vite d'analyser les faits dont ils ont connaissance, le même fait peut correspondre à des situations totalement différentes à tel endroit ou à tel autre endroit, etc. C'est un métier. La gestion de l'urgence et le décryptage des situations, c'est une fonction, c'est un métier où il faut qu'il y ait les meilleurs, comme dans la gestion de l'urgence au tribunal, la gestion de l'urgence à l'hôpital. Moi, j'ai jamais été aussi passionné, ma greffière était contre, mais moi, j'ai jamais été aussi passionné que le fait de piloter le tribunal en permanence le samedi et le dimanche. On roule à 150 à l'heure. Il faut être un vrai pro pour rouler à 150 à l'heure. Ça veut dire aussi qu'on vous reconnaît comme étant un vrai pro. La CRIP, c'est un lieu dans lequel il doit y avoir des gens de manière pluraliste. Et c'est le débat qu'on avait tout à l'heure, de savoir si effectivement, dans le champ de la maltraitance supportée par les femmes, il ne fallait pas créer l'équivalent de ce type de démarche, c'est-à-dire un lieu dans lequel il y ait une remontée d'informations, un décryptage avec un savoir-faire, pour ensuite, troisième étape, être capable d'analyser les réponses qui ont pu être apportées et les réponses qu'il faudrait apporter. Et dans ce registre-là, c'est le troisième point, c'est vrai qu'il y a une gamme, par rapport à la maltraitance supportée par les enfants, il y a une gamme de réponses qui sont mobilisables, que parfois il faut toutes les mobiliser, et puis parfois il faut savoir choisir celles qu'il faut mobiliser, à la fois en ne mobilisant pas les autres,
ou en hiérarchisant les réponses. Ça peut être des réponses civiles, ou ça peut être des réponses administratives, enfin sociales, pénales ou civiles. Administratives, c'est effectivement, face à une situation qui n'est pas très dramatique, qui n'est pas très grave, mais qui est révélatrice d'un certain nombre de faits qui peuvent dégénérer, c'est l'aide sociale à l'enfance qui, en appui avec la PMI, va proposer à la famille un soutien, un accompagnement, parfois de s'attaquer aussi aux causes. Les gens ne sont pas maltraitants le matin, comme ça, en se levant. Il y a parfois des explications. Je présidais à un moment donné une association qui s'appelait Objectif Famille. On avait pour objectif de s'attaquer à tous les problèmes d'une famille au même instant, pour éviter ce genre de situation. Problèmes économiques, problèmes de logement, problèmes de papier, problèmes de santé, etc. Et ce que je disais en plaisantant à ceux qui nous inspectaient, parce que c'était en 2007, on faisait du sarkozysme avant l'heure. On s'attaquait à tous les problèmes au même instant. Mais nous, on était positifs. Et de fait, ça a l'air de rien, je plaisante, mais je suis très sérieux. L'expérience m'a démontré que quand on s'attaque à tous les problèmes dans le même instant, c'est de l'approche systémique, de quelqu'un, on peut effectivement, ou d'un système familial, on peut, sur 1 an ou 2, décrocher les gens d'un soutien social. Mais il faut régler tout en même temps. À la fois les problèmes de revenus, de logement, de ceci, de cela. Pas évident à mettre en place, là encore. Alors tout ça pour dire quoi ? Pour dire qu'effectivement, il peut y avoir un travail en protection administrative qui est proposé à la famille dès lors qu'elle accepte d'entendre qu'il y a problème et qu'elle accepte d'entendre les mesures qui sont proposées. Et puis il y a des cas dans lesquels il va falloir aller vers la justice. Et vous savez que la loi de 2006 a eu le souci de faire en sorte qu'on aille le moins possible vers la justice. Alors à gauche, c'était avec cette idée qu'il fallait que la justice était répressive contre les classes laborieuses, donc il fallait limiter l'intervention judiciaire. Et à droite, c'était pour dire il faut que les juges pour enfants se consacrent à ce pourquoi on les a institués avant 1958, c'est s'occuper des enfants délinquants. Droite et gauche étaient d'accord, on saisissait trop la justice. Moi, je leur disais, dans certains pays, on saisit beaucoup la psychiatrie. Donc, pas sûr que beaucoup seraient, à mon avis, contents que ce soit plutôt la justice qui intervient qu'un psychiatre ou qu'un intervenant social. Regardez, en Angleterre ou en Norvège, ça c'est vrai en plus, une tape sur la main, monsieur est pilote hélicoptère, une tape sur la main de sa fille, et il se fait retirer ses enfants. Et il ne les retrouve pas. Les reportages à l'appui, ça. Bon, c'est le système anglais et le système norvégien qui sont d'une violence extrême et avec un pseudo-contrôle judiciaire. Bon. Donc, dans d'autres termes, dans d'autres pays, c'est la psychiatrie qui est très importante. C'est pour ça que j'ai tendance à dire qu'au moins, chez un juge, on peut parler, on peut comprendre et on peut contester. Enfin bon, chacun plaide pour sa paroisse. Tout ça pour dire quoi ? Pour dire qu'effectivement, il peut y avoir une intervention sociale, il peut y avoir une intervention judiciaire si, et c'est la condition sine qua non, que peu de gens ont repéré, mais moi je l'ai d'autant plus repéré que j'ai contribué à essayer de la promouvoir, la justice ne doit intervenir que si l'aide sociale à l'enfance démontre qu'elle ne pouvait pas faire plus. L'exemple qu'on développait cet après-midi, c'est qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas si vous avez eu ce type de situation. Jamais évident à gérer, donc il n'est pas question de distribuer des bons ou des mauvais points. Mais par exemple, un monsieur ou une dame, un père de famille ou une femme, qui vit dans une voiture avec son enfant. Parce qu'elle a perdu. Ils ont perdu leur logement, leur ceci. C'est des affaires que vous avez connues, que j'ai connues, qu'on a connues. Et ce qu'il faut retirer, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que le gamin, il n'a pas des conditions de vie. Même s'il va à l'école tous les jours, même si papa et maman lui font la bise, c'est quand même pas des conditions de vie qui sont agréables. Mais d'un autre côté, il y a un lien fort entre parents et enfants. L'un supporte l'autre supporte l'un. Et après tout, ils n'ont rien à demander de ne pas avoir l'eau courante. C'est pas le débat. C'est le même débat sur les lieux de vie, autant jadis. On retombe sur ces trucs-là. En d'autres termes, tout ça pour dire quoi ? Que l'aide sociale à l'enfance, pour saisir la justice, doit lui démontrer qu'elle a été jusqu'au bout de ce qu'elle pouvait faire. Ça veut dire que la justice peut très bien dire à l'aide sociale, vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Vous auriez pu aider de telle ou telle manière. Ce qui n'est pas évident à assumer, parce qu'une fois, 2 fois, 3 fois, mais si le tribunal passe son temps à dire au département, vous ne faites pas votre boulot, pour peu que ça soit repris dans les journaux, ça pose problème, quoi. Surtout s'il y a une campagne électorale pas très longtemps après. D'accord ? Allez, on referme l'histoire. C'était histoire de se dérider. Donc, protection administrative, mais protection judiciaire aussi. À la fois, là encore, au pénal et au civil. C'est à la fois des poursuites pénales contre les parents ou contre les violenteurs, qui peuvent être des enfants, on l'a dit tout à l'heure, et on le reverra dans quelques instants. Mais ça peut être aussi donc des sanctions pénales, mais ça peut être aussi des sanctions civiles, notamment, on ne parle plus d'échéance, mais le retrait de l'autorité parentale. Ce peut être aussi quelque chose de moins important et de moins grave, qui est l'intervention du juge pour enfants, avec un étayage. Le rôle du juge pour enfants, je vous rappelle que la procédure s'appelle assistance éducative.
Donc il s'agit d'assister, d'aider, d'accompagner les parents pour mieux exercer leurs responsabilités parentales. Donc vous voyez, entre l'action de l'aide sociale, l'action de la justice au pénal, l'action de la justice au civil, il y a une gamme de réponses, et c'est là où le procureur de la République joue un rôle très important. Il tient un rôle de plus en plus important, il le tient au pénal, mais il le tient aussi au civil. C'est lui qui est la plaque tournante de l'intervention judiciaire. Le personnage le plus important actuellement dans la justice des mineurs, ce n'est pas le juge, c'est le procureur. En matière civile, on verra tout à l'heure aussi en matière pénale. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, ces situations de violence faites aux enfants vont pouvoir appeler les réponses les plus, entre guillemets, légères, je ne sais pas comment il faut dire, d'accompagnement, de soutien, d'étayage, mais peuvent aussi appeler à des réponses très, très graves, très lourdes, l'incarcération, la rupture du lien parent-enfant, j'en passe et des meilleurs. Donc il faut faire du sur-mesure dans chacune des situations. Conclusion sur ce point-là, c'est pour vous dire, ce que j'ai un petit peu esquissé tout à l'heure, c'est que à la fois on progresse, à la fois on a pris conscience de la réalité des violences faites aux enfants, et d'un autre côté, à la française, on a une démarche de crabe. C'est-à-dire que on affiche et on fait le contraire. Ou on affiche où il faut une baïonnette dans le dos pour avancer. Alors l'exemple typique, je le restituais cet après-midi, mais pour moi, il est ce qui s'est passé au mois de juillet 2019, où nous avons enfin pu faire voter et surtout faire promulguer la loi sur les châtiments corporels. Enfin, condamnant les châtiments corporels. Mais comme le mot châtiment corporel, gifle et fessée, ça passe mal. Ouais, moi j'ai eu des gifles quand j'étais jeune, moi j'ai eu des fessées, puis il y a toujours un homme politique qui vient à la télé pour dire ouais, j'en suis pas mort, ou un journaliste, ou un sportif. Quand on essaye de promouvoir l'éducation sans violence, il y en a toujours un qui arrive en disant moi j'ai vécu ça, j'en suis pas mort. Heureusement, ça n'est pas mort. Sauf qu'il y en a d'autres qui en meurent. Puis il y en a d'autres qui en sont plus ou moins traumatisés. Moi, quand j'étais môme, je retirais les trucs du martinet, j'en laissais quand même 3 parce que j'étais pas con. Je disais que sous 3, mon père s'en apercevrait. Mais il m'a jamais foutu le moindre coup de martinet. C'est mon frère qui était plus âgé que moi. Comme un con, il s'était fort. Bon, bref. Nous, c'était humoristique. Aujourd'hui, les martinets servent à bien d'autres choses que la morale réprouve et que le code pénal peut condamner. N'en parlons plus. Alors, tout ça pour dire quoi? Derrière la plaisanterie, il a fallu attendre, regardez bien, 2019, le premier cinquième du XXIe siècle, pour que la France soit le 28e pays du Conseil de l'Europe à condamner le recours à ce qu'on a appelé les violences éducatives ordinaires. On a inventé le concept pour ne plus parler de la gifle et de la fessée. Alors on n'en a pas fait un délit. Il ne fallait pas en faire un délit. Il fallait en faire une norme qui consistait à dire dans le Code civil, on peut élever autrement ses enfants qu'en les frappant et qu'en criant après ou en les humiliant. Il n'y a pas d'autre sanction qu'une sanction morale ou l'intervention du juge pour enfants, enfin de l'aide sociale, ou du juge pour enfants si effectivement il y a matière à. Bon. Et bien 2019, moi en 2009, j'étais à Stockholm lorsque l'appel a été lancé. Madame Morano, qui à l'époque était ministre, et la France présidait le Conseil de l'Europe des ministres de la famille, a appelé. Enfin, elle a appelé à Stockholm et à Paris, elle dit qu'elle ne l'avait pas fait. Mais moi, je sais qu'elle l'a fait, puisqu'elle ne pouvait pas ne pas le faire. Bon, et la France, alors c'était l'époque où on parlait plus des devoirs des enfants que des droits des enfants, quand même, que ce pays qui fait des grands discours sur les droits de l'homme, les droits de la femme, les droits humains, etc., le discours de Villepin dont tout le monde est fier, etc., on a été le 28e pays du Conseil de l'Europe à dire on peut peut-être élever les enfants autrement qu'en criant et les frappant. Si ce n'est pas quelque part une contradiction, et on peut en trouver d'autres, j'en aurai tout à l'heure une autre en matière pénale, pour vous dire qu'à la fois, on est tout, quoi. On a bonne conscience, on tient des grands discours, on fait le contraire, on ne réunit pas les moyens. Il faut naviguer dans tout ça. Alors pour aller très vite, parce que j'ai pris beaucoup de temps sur la deuxième partie de mon propos, sur le fait que l'enfant peut aussi être acteur de violence dans tous les sens du terme, violence physique, violence sexuelle, violence, j'en passe et des meilleurs, agression physique, j'en passe et des meilleurs. Bon. Donc quelques mots sur l'actualité et sur la réforme qui est en cours et qui a été annoncée par la ministre, qui a fait l'objet d'une l'autorisation donnée par le Parlement de légiférer sous forme d'ordonnance, c'est-à-dire d'aller vite. J'avais cru comprendre que les Allemands n'étaient plus à Paris. Enfin bon, en 44, 45, je comprends que De Gaulle veuille aller vite, mais là,
Où était l'urgence? Bon, ça c'est du mauvais humour. Mais surtout, après que la ministre nous ait dit à l'Assemblée nationale, s'agissant d'une situation où un gamin avait agressé une enseignante avec un pistolet factice, peu importe qu'il était factice ou pas factice, il n'avait pas à le faire, il méritait que... Donc elle nous dit, vous savez que les réponses aux parlementaires, c'est 1 minute 30. Donc elle nous dit en 45 secondes, 50 secondes, j'en sais rien. Tout a bien fonctionné, on l'a arrêté, présenté au parquet. Enfin, il était à la police, il a avoué, présenté au parquet. Enfin, il n'a pas contesté, présenté au parquet, présenté à un juge. Il a été inculpé, mis en examen, contrôle judiciaire, j'en passe, et des meilleurs. Bon, elle ne dit pas, j'ai requis mandat de dépôt, mais le parquet a requis mandat de dépôt, il ne l'a pas obtenu. Bon, peu importe. Et donc elle nous dit, tout va pour le mieux, avec l'ordonnance de 1945. Et elle termine en disant « Je proposerai une réforme de l'ordonnance de 1945 ». Bon, d'accord, c'est la parole d'un ministre. Non, j'allais dire parole d'une femme. Mais parole d'un ministre. Mais enfin, non, je lui ai dit comme ça. Non, je peux me permettre de plaisanter. Mais c'est incompréhensible. Alors, essayons de comprendre ce que ça veut dire. Bon, c'est une décision qui est très politique. C'est quelque part, dans le champ du social, détourner l'attention. Enfin, c'est un classique, quoi. C'est faire la politique autrement, mais en l'espèce, c'est la même politique qu'avant. Chaque fois, la justice des mineurs, les enfants, c'est une matière d'ajustement des politiques sociales. C'est quelque part, pendant qu'on parle de ça, on ne parle pas d'autre chose. Et je ne suis pas polémique, hein, j'essaie d'être le plus réaliste possible. Alors, soyons rationnels quand même. Est-ce qu'une réforme de l'ordonnance de 1945 se justifie parce qu'il y a une augmentation ou une aggravation de la délinquance juvénile? Tout démontre, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les rapports du ministre de la Justice, que dans les 5 dernières années, il y a en quantité absolue, en valeur absolue, et en valeur relative par rapport à la délinquance des adultes, il y a une baisse de la délinquance juvénile. Donc je ne vois pas l'intérêt de changer d'instrument quand les choses ne sont pas plus graves qu'elles l'étaient avant. Est-ce que cette loi interdit, empêche de prendre en charge les situations délicates, y compris, allez, ajoutons de manière moderne, les gamins qui reviendraient de Syrie et qui seraient quelque part... Bon, on a traité toute une série de situations. Le texte permet d'incarcérer, le texte permet de punir. Vous le savez sans doute, on peut punir à partir de 16 ans, on peut punir un mineur comme un adulte. Vous savez pas que jusqu'à une loi de 2016, on pouvait punir la réclusion criminelle à perpétuité. C'est le gamin du Chambon-sur-Lignon qui avait 17 ans et quelques, qui a violé une petite gamine de 14 ans. Il a été condamné 2 fois par la cour d'assises à la réclusion criminelle à perpétuité. Désormais, c'est 30 ans d'incarcération. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a un instrument lourd qui permet de punir sévèrement. On a aussi un instrument lourd qui permet, dès 13 ans, de mettre quelqu'un en prison. Donc, djihadisme moins de 13 ans, quand même. Je sais que M. Molins a dit que les gamins de 1 an, 12 ans, j'adore Molins, hein, les gamins de 2-3 ans étaient des bombes à retardement qui revenaient de Syrie, mais enfin là, pour le coup, il a yoyoté de la touffe, il a dérapé. Comme je sais que c'est un homme de très grande qualité, je pense que lui-même pense qu'il a dérapé. Sauf que pour beaucoup de Français, ces gamins qui sont des enfants de djihadistes, avant d'être des enfants français, sont des enfants de djihadistes. Un peu comme les enfants roms sont d'abord roms avant d'être enfants, les enfants étrangers sont étrangers avant d'être enfants, ils sont djihadistes avant d'être français. Moi, je dis que la France doit protection à tous ses ressortissants. Et j'ajoute, en présence en plus de représentants de l'aide sociale, c'est une sacrée baffe qui est renvoyée aux travailleurs sociaux. Vous ne seriez pas capable de déprogrammer des gamins qui ont été programmés au biberon par leurs parents à poser des bombes? C'est un manque de confiance absolu. Ben oui, en fait. Et de fait, vous le savez comme moi, c'est pas violer les grands secrets, même s'il y a une caméra. Vous savez qu'il y a 40, 60, 80 gosses qui sont déjà revenus. Mais pourquoi avoir conditionné à la campagne électorale, pourquoi avoir conditionné, etc., le retour de ces enfants? On veut les voir revenir dans les cercueils ou pas? Bon, donc il y a un vrai problème. Donc tout ça pour dire quoi? Et je referme ma parenthèse. Mais pour moi, c'est important, c'est un problème de cohérence. On ne peut pas tenir des discours et faire le contraire. La délinquance juvénile en quantité et en qualité, certes pour être plus nombreuse qu'à des années 80, certes pour être plus violente qu'elle ne l'était à un certain moment donné, n'est pas à une telle hauteur par rapport à ce que l'histoire de France a connu, que l'instrument ordonnance de 45 soit tout à fait inadapté. J'ajoute sur ce point, ce que je dis à Mme Loubet, avant de changer la loi, vous devriez mieux veiller à l'appliquer. Or, vous avouez, et je reviens sur le débat politique, c'est l'autre illustration de mon propos, sur la carence de l'État. Vous avez repéré, vous n'avez pas repéré, je ne sais pas, mais au moins vous serez vigilant sur ce point-là. Je n'ai pas encore entendu un seul homme politique le dire, parce qu'ils n'ont pas encore eu le temps de travailler et d'élaborer sur ce document.
Il y avait une disposition fantastique qui avait été adoptée par la loi du mois de mars 2012, dans l'ordonnance de 1945, qui veut que désormais, depuis 2012, toutes les mesures éducatives, liberté surveillée, qui est la mesure de base, le but, vous savez comme moi, que pour la justice des mineurs, c'est de faire en sorte qu'un gamin délinquant un jour ne soit pas délinquant toujours. Comment? Non pas à s'attaquer à ce qu'il a fait, mais en s'attaquant à ce qu'il est et ce qu'il vit, pour en transformer. On part de cette idée depuis 1912, non pas 1945, on part de cette idée depuis 1912 que si l'enfant est délinquant, c'est qu'il y a une carence éducative, il y a des explications à cela, et si on s'attaque à ces causes, on doit pouvoir transformer. C'est le seul magistrat, le juge pour enfants, qui ne fonctionne pas avec le code civil ou le code pénal, mais qui fonctionne avec les travailleurs sociaux. S'il n'a pas de travailleurs sociaux, il est tout nu. Pour les enfants en danger, pour les enfants délinquants. Et avec pour objectif de transformer le style de vie d'un enfant. L'utopie du juge pour enfants, c'est d'avoir un enfant qui a été condamné, qui a été délinquant, mais qui n'est plus délinquant. Alors on va le condamner pour le principe, mais le but qu'on nous a assigné, ce n'est pas de condamner les enfants. Le but qu'on nous a assigné, c'est de protéger la société. Si je protège la société en faisant en sorte, au bout de 2 ou 3 ans, un gamin qui est un emmerdeur, un chieur, qui faisait connerie sur connerie, qui a mort au vache, qui est... Maintenant, ils ont des images partout, pire que les sportifs. Bon, bref. Si mon but n'est pas de le condamner, mon but est de protéger la société en faisant en sorte que délinquant un jour, il ne soit pas délinquant toujours. Or, l'article 12 dans l'ordonnance de 1945 n'est pas appliqué. Les juges pour enfants de Bobigny, 250 autres juges l'ont dit. Il faut 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, parfois jamais, pour que la mesure de liberté surveillée... Or, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, pour un gamin qui est dans la répétition des comportements... oui, tu dis, t'as agressé... De quelle agression vous me parlez? Il s'en souvient plus, le type. Il s'en souvient plus, le gamin. Et honnêtement, il le sait, bien sûr. Il fait semblant de ne pas s'en souvenir. En d'autres termes, le temps, on le sait tous, n'a pas la même dimension pour un enfant. Si je résume mon propos, et c'est inaudible pour un homme politique normalement constitué, ou une femme politique normalement constituée, je dis, madame, tant que vous n'aurez pas compris, je dis ça bien sûr en balayant du papier de soie, pendant qu'elle prenait le café et le croissant. Vous avez compris la manière dont je parle, je n'ai pas pu consommer ni de croissant ni de café. Mais je disais, madame, tant que vous n'aurez pas compris que l'intervention du juge pour enfants, c'est de l'action sociale judiciarisée. Justice, oui, mais action sociale. Si j'ordonne des mesures éducatives qui ne sont pas mises en œuvre, je fais de la sous-justice pénale d'adultes. Je distribue des peines. Donc, et vous allez revoir tout à l'heure en quoi mon propos a du sens. En d'autres termes, ce que je dis à Mme Belloubet, comment vous allez garantir, avec votre texte, que des mesures qui ne sont pas exercées aujourd'hui seront exercées demain? Vous nous dites qu'il faut condamner rapidement quelqu'un. Mais il le sait qu'il est coupable, hein. S'il y en a bien un qui sait s'il est coupable ou innocent, c'est bien le gamin. Bon. Donc il faut le condamner rapidement. Et là, c'est une approche qui est simpliste, comme si le temps de l'instruction servait à rien, alors que c'est le temps de l'action sociale. OK, mais je dis, madame la ministre, quelle est la différence entre une mesure judiciaire pré-sententielle, la liberté surveillée préjudicielle, qui est prononcée aujourd'hui et qui n'est pas exécutée, et une mesure post-sententielle après condamnation qui n'est pas exécutée? C'est que l'une et l'autre ne sont pas exécutées. Or, beaucoup de mesures ne sont pas exécutées. Et comment peut-on faire croire que le même éducateur peut suivre 25 jeunes délinquants? À qui va-t-on faire croire ça? C'est pas vrai. Donc la question qui nous est posée, c'est pas de changer l'instrument, c'est de veiller à la mise en œuvre de l'instrument. Bon, c'est pas ce qu'on nous propose. Alors, OK, maintenant, est-ce qu'il y a des points positifs dans ce qui nous est proposé? Ben, il y en a un qui est, et on retrouve l'hypocrisie que j'ai énoncée tout à l'heure, qui apparemment est intéressant. Et puis un autre... Mais là, on doit être en France 5, 10, 15, un peu plus, bien entendu, à comprendre l'enjeu. Alors sur ce point, sur lequel on est très peu à comprendre l'enjeu, c'est le suivant. Vous savez ou vous ne savez pas qu'en 2011, le Conseil constitutionnel a dit que le juge pour enfants à la française, qui instruit une procédure pénale, qui juge, il a oublié de dire en plus qui veille à l'exécution de la peine, puisque le juge pour enfants est juge de l'application des peines, ben c'est un juge qui est partial. C'est un grand principe des droits de l'homme, pour la justice des adultes, que le même qui instruit ne peut pas juger. Ben oui, mais sauf que la justice des mineurs, ce n'est pas une sous-justice des adultes, c'est une justice originale. C'est important pour que le gamin, que le juge soit partial, c'est-à-dire qu'il le connaisse. C'est bien parce que je connais un gamin avec tous ses soubresauts depuis 12 ans, 13 ans, 14 ans, que je vais prendre les bonnes décisions. Si je suis un bon juge. Non, si je suis un mauvais juge, il n'a pas de peau. Il va falloir qu'il se paye. Mais il n'a qu'à arrêter de délinquer, c'est tout. J'ai un mauvais juge, j'arrête de délinquer. Bon. Alors, en d'autres termes, ce que je dis en plaisantant,
c'est on devrait revendiquer la partialité du juge pour enfants au nom du fait que la justice pénale des mineurs n'est pas une sous-justice des adultes. Mais dans notre tête collective, les enfants sont des délinquants comme des adultes. Je vous rappelle que Sarkozy avait prévu d'abaisser de 18 à 16 ans la majorité pénale. C'est-à-dire pour lui, les gosses sont d'abord des délinquants avant d'être des enfants. Voilà. Donc, au passage, le fait que désormais le juge d'enfant ne soit plus juge d'instruction, puisque dès qu'il va voir un jeune en face de lui, il devra se prononcer sur la culpabilité. Question si le gamin est innocent et fait appel. Ça, je n'ai pas vu encore la solution. Bon, allez, on ne va pas venir casser les pieds sur des détails. Mais en tout cas, le juge pour enfants va se prononcer très rapidement. Il n'y aura pas d'instruction. Comme il n'y a plus d'instruction, le juge ne peut plus être taxé d'impartialité. C'est abracadabrant comme réflexion, mais c'est ça. Allez, on va pouvoir dire au Conseil constitutionnel, désormais, on vous a entendu, on est respectueux de ce que vous faites. Il faut dire qu'aujourd'hui, grâce à M. Ciotti, c'est assez amusant, c'est celui qui pourfendait la justice des mineurs qui l'a sauvé en 2011, il suffit que le juge qui a instruit donne son dossier à un autre magistrat qui va signer l'ordonnance de renvoi, et le juge 1 qui a donné au juge 2 reprend le dossier après que le juge 2 ait signé. À Tulle et à Brive, il faut le savoir, on est très peu à le savoir. Mais le premier président désigne le juge de Tulle pour aller signer à Brive, et celui de Brive pour aller signer... C'est aberrant. On marche sur la tête, enfin. Abracadabra. Allez, premier point de positif, entre guillemets, de la loi Belloubet, le juge pour enfants ne pourra plus être taxé d'être impartial. Vous reconnaissez qu'on n'en a jamais parlé au journal télévisé, etc. C'est imbitable par le français moyen. Incompréhensible. Comme vous n'êtes pas français moyen, je me suis permis de vous en parler. Et deuxième chose, alors ça c'est encore plus intéressant, ça a été introduit un peu comme sucette, et c'est ce qui amène les journalistes à s'intéresser à ce texte, c'est que désormais, on va poser un principe, et on revient sur la Convention internationale des droits de l'enfant, on va poser pour principe qu'avant 13 ans, un enfant ne pourra plus jamais être poursuivi pénalement. Enfin, plus jamais. Ne pourra pas être poursuivi pénalement. Donc on vient dire, en droit ça s'appelle l'imputabilité, pour qu'on puisse être poursuivi, il faut avoir fait quelque chose qui viole la loi, et en étant conscient. Les trois éléments constituent d'une infraction, la loi, le fait, la conscience. Là, on est sur la conscience. Donc on vient dire, avant 13 ans, on n'a pas suffisamment de conscience pour pouvoir être délinquant. C'est une avancée. La France va enfin, article 37 de la Convention internationale, tenir les enfants de moins de 13 ans pour étant incapables d'être des délinquants. Au passage, ça pose un problème que je me suis amusé à soulever à Mme Belloubet. Je dis, mais puisqu'on ne va plus les poursuivre, qu'est-ce qu'on va faire? Le gamin qui est dans le hall d'immeuble, qui a 12 ans, qui fait chier le monde, il fait du bruit, il pétarade, il bat, enfin, il frappe personne, il viole personne, ça. Mais il fait chier le monde, quoi. Puis il va pas être là. Et puis il fait des choses quand même qui ne sont pas tout à fait en empêchant les gens de passer, etc. On va quand même pas demander aux parents d'intervenir, parce que s'il est là à 12 ans dans le hall d'immeuble alors qu'il est minuit, c'est qu'il y a un problème familial. Donc, avec qui va-t-on demander? Ah, au club et équipe de prévention. Mais alors, attends, ça c'est financé par le département et par la ville. Ou alors, on va saisir le juge pour enfants en protection de l'enfance. Mais comme le juge pour enfants, désormais, ne peut plus jamais saisir la PJJ pour mettre en œuvre des mesures éducatives, il va falloir saisir le département. C'est encore un transfert des charges. Est-ce que vous avez discuté de ça avec l'ADF, au cas où? Parce que ce n'est pas le moment d'ouvrir un front côté ADF, alors que vous êtes en train d'essayer de les combler sur les MNA, sur le revenu, le RSA, etc. Les yeux comme ça, ils n'avaient pas vu le problème. Bon, donc ils le relativisent. Ce que je veux dire par là, et moi, pour moi, ça serait une avancée. Ce serait une avancée de ne plus considérer ces gosses comme étant des gosses dangereux, mais comme des gosses en danger, et, j'allais dire, en alliance avec les acteurs sociaux, associatifs, publics, on vienne, j'allais dire, se préoccuper du fait que le gamin soit à 10h du soir dans le hall de l'immeuble. Alors, ok, ça c'était un premier problème qui était bassement politique. Mais alors, le deuxième truc qui est encore plus amusant, hypocrisie à la française, le texte ne vient pas dire qu'un enfant de moins de 13 ans, au moment des faits, 13 ans au moment des faits, ne pourra jamais être poursuivi. Le texte dit, sauf si le procureur estime qu'il faut. C'est-à-dire, si le procureur estime qu'il y avait le discernement, et si le juge pense que le procureur avait raison, on pourra poursuivre et condamner quelqu'un qui a moins de 13 ans. En d'autres termes, jamais sauf. Alors attendez, là ça devient compliqué. Quelle est la différence entre jamais sauf et actuellement le fait de dire que c'est à 7-8 ans, mais qu'on n'est pas obligé de le faire? Tic-tac, c'est exactement la même chose. Simplement, on pourra affirmer au regard de l'ordre international que nous respectons désormais l'article 37, et si on ne vient pas nous chercher de noises, c'est de l'hypocrisie en barre.
c'est plutôt une avancée. Il ne faut pas m'amuser. Très honnêtement, c'est pas moi qui vais dire, pour l'avoir dit en d'autres circonstances et avec d'autres, on a eu droit à des lois liberticides, des lois qui étaient des lois de régression, la loi sur les peines planchées, pour ne prendre que cet exemple-là, la loi où on retirait systématiquement, quasi systématiquement, le bénéfice de l'excuse de minorité. Ça, c'était des textes qui étaient des textes hyper dangereux. Dans l'histoire de vous faire sourire, une dernière blague, puis après je vais arrêter, ce que je montre à mes étudiants à la fac, je leur dis, écoutez, moi, je suis sur un slogan qui est le suivant, « Rendez-nous Sarkozy ». Alors là, ils font des yeux comme ça. Mais je vais regarder les textes. Regardez, les faits. 10 ans, 2002, 2012, de lois liberticides, entre guillemets, de lois qui ont durci la répression en général, la répression contre les mineurs en particulier. Eh bien, tous les voyants lumineux démontrent que la répression a baissé. Il y a moins de jeunes incarcérés, il y a moins de jeunes mis en mise à l'épreuve, il y a moins de jeunes qui sont condamnés à une peine de prison, prison avec sursis simple ou sursis mise à l'épreuve. C'est pas moi qui le dis, je vous donne les chiffres. Ce qui est amusant, c'est là on voit, c'est très politique, c'est que la justice inconsciemment joue le rôle de contre-pouvoir des politiques, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. C'est amusant. Ce qui me faisait dire, rendez-nous Sarkozy. Plus il va muscler les lois, plus les gosses seront protégés. Et vous voulez la contre-preuve ? Depuis qu'on a Macron, on a eu Hollande et Macron, le nombre des gamins incarcérés monte. La loi n'a pas changé. Mais les incarcérations contre les mineurs ont monté de 15% en 2 ans. C'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres. On était en temps ordinaire, au début du mois, à environ 750 mineurs incarcérés. Aujourd'hui, on est autour de 900-925. La loi n'a pas changé. Donc, si vous voulez, c'est là où c'est amusant. Derrière, qu'est-ce que je veux donner comme leçon ? On peut disserter, comme je le fais moi, sur la loi, il faut modifier la loi, etc. Mais en fait, il y a des plaques tectoniques dans la population qui sont plus importantes que les textes. Et on rejoint le débat sur l'enfance maltraitée ou sur l'enfance délinquante. Ce à quoi il faut s'attaquer, c'est aux représentations qui sont celles que les uns et les autres, que la classe politique peut avoir, en sachant que nous avons la classe politique que nous méritons, mais que celle que nous avons actuellement, elle est nulle. Elle est objectivement... Je ne parle pas au sens... la majorité actuelle, je ne sais pas, je ne suis pas dans ce registre-là, je ne suis pas politicien. Mais la classe politique en général, le programme de Hollande lorsqu'il arrive au pouvoir, c'est il faut doubler le nombre de centres éducatifs fermés. C'est le summum de la nullité. D'abord, il n'a pas réussi à le faire. Et réduire toute la politique pénale des mineurs à doubler le centre éducatif fermé, c'est la même chose que fait celui qui ne veut pas prendre le nom de son prédécesseur, mais qui fait la même chose. Regardez dans le programme de Macron, c'est doubler le nombre de centres éducatifs fermés. C'est Kifli Bourrico. Pour eux, dans leur idée, ils raisonnent par rapport à 1000, 2000, 3000 gosses, alors que c'est 60, 70 000 gosses qui sont poursuivis en justice, c'est 220, 240 000 qui sont mis en cause. C'est pas seulement 1000 ou 2000. Ils raisonnent uniquement par rapport aux situations les plus dures. La mesure de base, c'est la liberté surveillée. Et là, on tombe sur des problèmes très politiques qui sont les suivants. On n'aura jamais les moyens d'avoir en nombre, en qualité bien sûr, les éducateurs pour suivre les situations. Si on n'arrive pas à passer une alliance avec la société civile, c'est-à-dire si les professionnels n'arrivent pas à s'associer avec les structures de la société civile, on ne pourra pas répondre aux problèmes qui sont posés par les gens. Est-ce que ce débat-là est posé à quelconque endroit ? Et je reprends un exemple que je prenais tout à l'heure. Quand je vois que 17 départements n'ont plus de prévention spécialisée, quand après les attentats de 2015, de mon point de vue, il eût fallu plus que jamais envoyer les nouveaux fantassins de la République sur les travailleurs sociaux de l'autre côté de la frontière communautariste, celles où ils sont considérés comme des impies, etc. Il faut nouer la relation avec ces jeunes dans des conditions absolument difficiles, c'est le moins qu'on puisse dire, pour que sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, on s'attaque, j'allais dire, au communautarisme dur. Au lieu de faire ça, on se recroqueville. Alors oui, on fera des marches blanches, oui, on ira inaugurer, on a commémoré tel ou tel attentat, mais ce n'est pas ça l'enjeu. Et comme il n'y a pas de réflexion politique, de préparatoire aux élections, les gens qui arrivent au pouvoir sont assez neutres. Je vais prendre un contre-exemple. Après, j'arrête. Je dis 3 fois que j'ai arrêté, mais je vais arrêter. Regardez le plan qu'a annoncé M. Taquet, mais ça vous concerne. Vous allez voir comment vous allez réagir. Le plan qu'a annoncé M. Taquet, qui est secrétaire d'État, alors on ne sait plus très bien à quoi. Le Premier ministre nous a dit qu'il était à la protection de l'enfance. Lui dit surtout pas protection de l'enfance, à l'enfance, et son décret ne prévoit rien. Mais enfin, ce qui prouve qu'on est dans l'improvisation la plus absolue. Il a été désigné, je vous rappelle, après un reportage de télévision qui mettait en cause le fonctionnement de l'ASE de la Gironde, à Esine, etc., etc. Donc on a nommé un politique. À un moment donné, il était question de nommer un haut délégué
Puis finalement, Macron a compris qu'il fallait faire de la politique en nommant un politique. Et on nomme un politique pour éteindre le feu. Le feu à l'aide sociale à l'enfance, à travers la représentation des foyers. Le type, il est sympa, il est de qualité. Enfin, le type, on va parler comme ça d'un ministre de la République. C'est quelqu'un de qualité, l'homme est de qualité. Mais il n'y connaît rien. C'est la caractéristique de tous les ministres que de rien y connaître. OK, donc il est normal. Bon. Mais de temps en temps, c'est intéressant parce que comme il est normal, il est français moyen. Et ça devient intéressant. Je laisse de côté le contenu de la réforme qui nous est proposée, qui ne change rien, qui est la mise en œuvre de ce qui doit se faire. Bon, c'est même décevant pour beaucoup de gens, après 2 ans de travail, qu'on ne soit pas allé plus loin. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est quand le ministre dit « il faut que je m'occupe de l'adoption ». Okay, je dis à mes petits copains à côté, tiens, tous les ministres qui arrivent dans les 6 mois viennent nous parler de l'adoption. C'est la première chose qu'ils font. Et là, il nous sort une phrase assez extraordinaire, mais qui est révélatrice. Ce n'est pas une attaque ab hominem, hein. C'est le fonctionnement du système. Il vient nous dire, avec un raisonnement tout à fait cartésien et énarque, j'ai 15 000 gens qui sont candidats à l'adoption d'un côté, et de l'autre côté, j'ai 2600 pupilles de l'État. Je dois pouvoir amener les 15 000 à adopter les gamins. C'est cartésien. Oui, mais enfin, sauf que ce n'est pas la même chose. Vous avez 15 000 personnes qui veulent accueillir, via l'adoption, l'enfant qu'ils n'ont pas pu avoir naturellement. Donc, elles veulent quoi? Elles veulent un enfant de moins de 3 ans, le plus proche possible de celui dont elle aurait accouché, plutôt blond, européen, pour ne pas dire autre chose, plutôt en bonne santé, qui veut a priori adopter un enfant handicapé. Moi, j'ai un enfant qui est handicapé. Bref, mais a priori, on ne recherche pas à avoir un enfant handicapé. Ou alors, on est barjots. Bon. On les a et bien sûr uniques. Or, nous, qu'est-ce que nous avons en stock? Nous avons l'enfant âgé, maghrébin, africain, handicapé et en fratrie. Donc la question politique est posée, et on la pose depuis 40 ans. Et volontairement, je restitue ça parce que j'ai la chance, je ne sais pas combien de temps je vais encore pouvoir tenir ce numéro, mais je crois que c'est important de restituer l'histoire pour montrer comment on fait 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Et vous allez voir les 3 pas en avant, les 2 pas en arrière illustrés sur ce sujet, c'est extraordinaire. Il eût fallu que le ministre dise « Je sais que ces 15 000 personnes, à part quelques-uns, ne pourront pas adopter les enfants que j'ai là. Alors moi, c'est ça qui me préoccupe. Donc je vais élargir le champ de recherche des gens qui peuvent adopter. On ne fera pas croire que sur les 60 millions de Français, les 40 millions d'adultes, il n'y en a pas 1500 ou 2000 qui seraient prêts dans le cadre d'une démarche, pas de solidarité au nom judéo-chrétienne, hein, mais d'une démarche préparée, réfléchie, qui ne serait pas capable d'accompagner l'aide sociale à l'enfance dans l'accueil d'enfants. Eh bien, Pierre Verdier, qui était responsable de l'aide sociale à l'enfance en Moselle, avait créé en son temps, vous le savez, l'ORCA, l'organisme régional de coordination sur l'adoption. Grosso modo, 9 départements se mettaient ensemble en disant « Écoute, moi j'en ai un qui est comme ça, j'arrive pas à trouver, est-ce que tu ne connaîtrais pas une famille qui quoi ?» Effectivement, quand on élargit le champ sur 9 départements, on trouve plus facilement des familles d'accueil pour ces enfants handicapés ou âgés que sur un seul département. Eh bien, l'ORCA est en train de disparaître et celle qui existait en Normandie a été supprimée. Donc, si vous voulez, c'est 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Et avec des gens qui arrivent et qui pensent aux réponses simples et qui, j'allais dire, ne capitalisent pas notre expérience, ce que nous savons. Voilà, on est à peu près dans ce type de situation. Alors, la conclusion de tout ça, par rapport à la question que vous posiez, on n'a pas à rougir de la manière dont on réagit, dont on traite, dont on se comporte à l'égard des gamins qui soient victimes de maltraitance, soit eux-mêmes sont auteurs. On peut faire mieux. On ne sera jamais achevé, mais on est bourré de contradictions. Et parce qu'on a un manque de culture, un manque de réflexion, un manque de transmission, un manque de recherche. Il n'y a pas de recherche dans ce secteur-là, ou très peu. Il n'y a pas de réflexion fondamentale. Il n'y a pas de lieu dans lequel on puisse s'installer. Et quand il en existe, on les supprime. J'en sais quelque chose. L'Institut de l'enfance à Rémy que j'avais créé a été supprimé. Là, c'est actuellement l'Institut de recherche sur la délinquance qui est en train... Les lieux qui sont des lieux où on pourrait catalyser les choses, on pourrait être banque de ressources, au service de l'action, disparaissent. Et chacun est recroquevillé sur son territoire. Puis, cerise sur le gâteau, on donne des leçons aux autres et soi-même on ne fait pas le boulot qu'on devrait faire. C'est l'État qui veut tout coordonner et qui ne fait pas son boulot. L'exemple typique, c'est les mineurs étrangers isolés, ce qu'on disait tout à l'heure. Je vous rappelle, sur les mineurs étrangers isolés, il a fallu attendre... En 1995, Charles Pasqua disait, j'ai vu le courrier, au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, vous touchez les royalties de Roissy, donc vous devez assumer les conséquences. Sous-entendu, l'État n'est pas responsable. Ce n'est pas lui qui surveille les frontières. Ce n'est pas lui qui donne les titres de séjour. Ce n'est pas lui qui s'occupe des personnes sans domicile fixe. Ce n'est pas lui qui coordonne la protection de l'enfance, au sens large du terme, à travers le parquet, qui vérifie le niveau de protection de l'enfance dans les départements. Ce n'est pas lui qui rend des comptes à l'international. Et il a fallu 10 ans, 12 ans,
Il nous a fallu 12 ans pour obtenir un rapport dans lequel l'État, le rapport Landrieux, dans lequel l'État admettait qu'il avait une part de responsabilité. Il nous a fallu encore 7 ans pour avoir la circulaire Taubira, pour que l'État consente, petit 1, à dire qu'il avait des responsabilités et qu'il allait payer 5 jours à 250 €. Quand pour les départements, à l'époque, il en coûtait 3 ans ou 4 ans à 120 € par jour. Allez, je vous le fais à 120, c'est moins chez moi, mais enfin, 120 € par jour. Hein, oui, bon, d'accord, on va pas chipoter. Bon. Et aujourd'hui, là, il vient nous proposer, je ne sais plus, je crois que c'est 2500 pour l'évaluation, et puis ensuite 90 pour les 12 ou 13 premiers jours, et après 20 €. Mais même la Croix-Rouge à 20 € en mettant un lit de camp et une toile de tente, elle ne peut pas y arriver. Comment peut-on penser éduquer quelqu'un, nourrir quelqu'un, protéger quelqu'un avec 20 € enfin. Oui, enfin bon, alors en plus, allez, en d'autres termes, on ne va pas faire la technique, ce que je veux dire par là, c'est que l'État n'a toujours pas compris, et ceux qui nous gouvernent n'ont pas compris, que ces gosses, on peut en penser ce qu'on en veut sur le plan politique. Il faut être cynique dans la vie. Et si on veut défendre les droits des gens, il faut être cynique. Ces jeunes ne repartiront jamais de France. Notre intérêt, c'est qu'ils soient au-dessus de la ligne de flottaison plutôt qu'en dessous. Qu'ils soient dans la légalité plutôt que dans l'illégalité. C'est notre intérêt bien compris. C'est ce gosse que j'ai croisé l'autre jour, je le raconte dans un des bouquins, que j'ai croisé l'autre jour sur le quai du métro, l'autre jour, il y a 2 ans, que j'ai croisé sur le métro de l'île de la Cité. Ma fille m'ayant dit « Papa, tu vas surtout pas à l'école de la magistrature en voiture ». Comme si j'allais aller en voiture. Bon, bref, je prends le métro et j'entends M. Rosenweg. Je me retourne, j'ai déjà été agressé, donc j'étais assez prudent. Et c'était bien un black, comme dit Sarkozy. Sauf qu'il y a aussi des petits blacks. Il n'y a pas que des grands blacks, contrairement à ce que dit Sarkozy. Et là, ce petit black me dit vous êtes le président du tribunal, oui. Vous vous souvenez de moi, la chinoise, je dis oui, non. Donc j'étais à côté du quai du métro, je ne sais pas très bien. Et je lui dis, mais expliquez-moi. Il dit, voilà, vous vous êtes occupé de moi il y a quelques années, j'étais dans un squat, j'étais mauritanien, je suis toujours mauritanien, mais vous m'avez reçu, vous m'avez confié un éducateur, je lui demande de me le décrire. Il me décrit aussi, enfin peu importe, il me décrit l'éducateur que je connais, et je lui dis, mais jeune homme, alors on monte à l'île de la Cité, on arrive en haut, avec la préfecture de police, Notre-Dame encore avec son beffroi, et je lui dis, jeune homme, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Il dit, moi je suis policier. Bien entendu, j'avais pas 100 comme ça. Je ne veux pas dire j'en ai 100. Mais d'un gamin qui était dans l'illégalité, on en a fait un gamin qui est porteur de la République. Voilà. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas désespérer Billancourt. Les travailleurs sociaux font un boulot fantastique, comme d'autres font un boulot fantastique. Mais il faut redonner, j'allais dire, de la perspective au travail social. C'est le débat, je ne peux pas l'aborder, on le fera peut-être sur question tout à l'heure, mais sur l'après 18 ans. Hein, comment peut-on se mobiliser avant les 18 ans si on sait qu'après les 18 ans, alors que nos propres gosses à 18 ans, ils n'étaient pas autonomes, etc., etc. Donc ce que j'ai voulu vous montrer, c'est que derrière le problème de la violence, il y avait d'énormes problèmes, entre guillemets, politiques au sens noble du terme. C'est le statut de l'enfant, c'est les rapports entre l'État et les collectivités territoriales, c'est le débat au sein de la famille entre le père, le beau-père, le grand-père, c'est le débat sur le droit à l'enfant. Regardez, on sort d'une période, on nous a bassinés pendant 2 ans sur le droit des femmes d'être mères quand elles le voulaient. Et pourquoi pas des hommes de l'être par GPA. Voilà. Je vous rappelle qu'il y a encore quelques années, on s'est battu à travers 3 lois sur la co-responsabilité parentale. Comment faire en sorte que les pères exercent leur responsabilité? Alors maintenant, c'est simple, il n'y aura plus de pères. On n'aura plus à se battre sur la co-responsabilité. Ça veut dire qu'on a fait monter en puissance au passage, mais sans vraiment réflexion, ce qu'on appelle la parenté d'intention. C'est pas nouveau, l'adoption, c'est quoi? Mais au lieu d'avoir des grands débats, j'allais dire sains, on met tout ça sur table, on le fait d'une manière polémique et d'une manière un petit peu rabougrie. Voilà, c'est un peu ce que je veux dire. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question que vous me posiez. Comme on ne l'a pas posée.